Québec, 1775. La résistance du Fort Saint-Jean stoppe l'invasion américaine de la province canadienne. Une reconstitution en 3 actes où les descendants des ennemis d'hier se retrouvent sur le champ de bataille de leurs ancêtres. C'est une des bonnes volées que j'ai mangées dans ma vie, c'est un champ de bataille qu'on a vécu aujourd'hui. Les Américains ont essayé de nous convaincre de faire partie de la Révolution. Puis, devant notre refus, ont décidé de venir nous prendre de force. Le sort d'une nation s'est joué ici. Il y a 240 ans, alors que les colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre lançaient une force d'invasion contre le Canada pour que le pays prenne son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mais situé le long de la rivière Richelieu, le Fort Saint-Jean assiégé résista. À l'époque, la province était un immense territoire qui s'étendait de la côte du Labrador jusqu'à la région des Grands Lacs et la vallée de l'Ohio. De loin, la plus vaste colonie britannique d'Amérique. Ça prend au moins 1 an et demi de préparation pour arriver à ce point final, là. Aujourd'hui, plus de 1000 passionnés américains et canadiens pour qui l'histoire s'inscrit avant tout dans l'action font revivre ce moment fatidique pour les 2 pays. C'est le cas de Stéphane Poirier, qui participe avec sa famille aux activités du week-end. Stéphane est membre du Corps historique du Québec depuis de nombreuses années. Il fait partie des centaines d'adeptes de la reconstitution qui, comme lui, consacrent une bonne partie de leur temps libre à cette passion partout dans la province. Moi, je vois ces gens-là plus souvent que je vois ma vraie famille, là, tant du côté de mon père que du côté de ma mère. Puis c'est sûr qu'on a une affinité commune, là. Mais quand le samedi arrive et le dimanche, ben là, le camp lui-même a tendance à être le plus 18e siècle possible. Donc, c'est plus facile d'oublier un peu les édifices modernes puis les avions qui passent au-dessus de nous. On rentre dans notre bulle historique puis on essaie d'y rester le plus possible. On représente une des compagnies des Kings Rangers, qui est un groupe de loyalistes. À l'origine, ce sont des citoyens américains qui ont voulu rester loyaux à la couronne britannique après la déclaration d'indépendance aux États-Unis en 1776. Et il y a beaucoup de ces loyalistes-là qui se réfugient au Canada. Et une fois qu'ils sont installés au Canada, ils forment des régiments loyalistes pour combattre aux côtés des troupes britanniques contre les Américains. Des régiments français, des troupes américaines, des miliciens canadiens, des éclaireurs amérindiens, des loyalistes et des troupes britanniques reviennent aujourd'hui hanter ce champ de bataille. On a la chance de refaire la reconstitution sur les lieux presque exacts là, où ont lieu les événements qu'on recrée. Ça donne quelque chose d'un petit peu plus, là. La bataille du Fort Saint-Jean et le siège qui a suivi sont méconnus du grand public. Pourtant, leur issue est capitale pour l'histoire des 2 pays. Les gens, des fois, en sont abasourdis de voir à quel point ça a passé proche qu'on soit américain. Si les Américains avaient réussi à prendre et Montréal et Québec à ce moment-là, les conséquences en seraient différentes. Je peux pas vous dire ce serait quoi, là, mais on peut supposer. Les combats engagés entre les troupes restées fidèles à la couronne britannique et celles indépendantistes américaines représentent la rupture entre colonie et indépendance. Les troupes régulières britanniques étaient tous habillés en rouge. Chaque régiment avait des distinctifs, que ce soit dans la couleur du parement. Comme là, le régiment qu'on voit ici ont des parements jaunes. Il y avait aussi là, les boutons qui pouvaient différer. Et c'est comme ça qu'on peut les distinguer d'un régiment à l'autre. D'un côté, la liberté et l'espoir d'une jeune nation qui espère entraîner les Canadiens, et de l'autre,
la fidélité à un empire britannique menacé, mais toujours solide. Les loyalistes, quand ils sont arrivés, puis on a dû les équiper, ils ont décidé, un peu à cause de leur mission d'éclaireur, d'un bois, puis tout ça, de leur donner des uniformes verts. 2 raisons. Un, c'est tu le vois moins dans le bois. Puis 2, économie oblige. Il y avait la laine verte disponible. Fait que, au lieu de payer pour une laine spéciale, ils ont donné des laines vertes. La présence militaire au Fort Saint-Jean n'a jamais cessé depuis 1666, époque du régime français. On y trouve de nos jours le collège militaire de Saint-Jean. Les élèves officiers de l'armée canadienne et les fantômes du passé vont se côtoyer durant tout le week-end. À chacun sa parade, au grand plaisir des milliers de visiteurs qui profitent du spectacle des combats, tout en ayant accès au campement où la troupe vit à la manière de 1775. Les soldats de l'armée continentale américaine arborent des tenues pâles, moins voyantes que celles des forces britanniques. Là, ici, derrière nous, on voit des troupes françaises de la guerre de la Révolution. En 1975, ils n'étaient pas présents encore, mais plus la guerre avance, mais la France envoie des renforts en Amérique du Nord pour aider les Américains. Les reconstitueurs américains proviennent pour la grande majorité des États de la Nouvelle-Angleterre. Pour eux, comme pour les Canadiens, le rendez-vous du Fort Saint-Jean est l'événement le plus important de l'année. Le champ de bataille où se sont affrontés à l'époque les belligérants a été transformé en terrain de football. Un vaste espace qui devient le théâtre d'un pan de l'histoire militaire des 2 pays. Après avoir remonté le lac Champlain à la frontière et capturé les forts qui s'y trouvent, la jeune armée américaine se bute aux troupes anglaises retranchées dans le Fort Saint-Jean le long de la rivière Richelieu. Ils doivent absolument faire sauter ce dernier verrou s'ils veulent prendre Montréal, Trois-Rivières et Québec par la suite. Un plan qui a bien failli réussir. Stéphane et son groupe de rangers se préparent à jouer le premier acte. Les Américains ont remonté la rivière depuis le lac Champlain et s'apprêtent à attaquer le fort. Avant d'engager le gros de ses forces, l'armée d'invasion déploie son avant-garde qui se heurte aux miliciens canadiens et aux rangers. Les premières escarmouches marquent le véritable début de la guerre d'invasion. Je suis l'un des membres fondateurs du Corps historique du Québec et j'en suis aussi le président. On est les organisateurs de l'événement et il y a environ 40 d'entre nous qui sont sur place. On a travaillé très fort pour organiser ça. C'est le premier débarquement que nous avons présenté samedi, lors du premier jour de la reconstitution. On a pu voir les Américains sortir de la forêt et faire face aux troupes de Rangers au moment où ils se trouvaient à mi-chemin du pont. Les Rangers ont réussi à les repousser dans les bois. Les Américains ont réessayé de sortir, mais les Rangers les ont refoulés. Ces 2 actions sont historiquement exactes. Le ressort principal vient de casser. En plein milieu de la bataille, l'arme de Stéphane s'enraye. Le ressort du mécanisme de mise à feu s'est cassé. En 25 ans de carrière, j'ai jamais eu un bris majeur sur mon ressort comme ça. Fait que... On repart! Ils ont échangé des coups de feu. Les Américains ont dit, OK, ils sont trop forts pour qu'est-ce qu'on a présentement. On a rempli notre mission, on sait quelles sont les forces en présence. On va aller dire ça au commandement. Et puis, on reviendra avec des forces un petit peu plus importantes. Ça, c'est comme la première étape du siège. Donc, après ça, on verra ce qui va se passer un petit peu plus tard. Les belligérants défilent en ordre jusqu'à leur campement. Mais la journée est loin d'être terminée. Stéphane doit faire réparer son arme avant le second affrontement du lendemain, le plus important. Tout comme cela se faisait à l'époque, c'est l'armurier de la compagnie qui va tenter de réparer les dégâts.
Les soldats, à l'époque, c'était défendu pour eux de démonter les mécanismes de leurs mousquets. Ils devaient les confier absolument à l'armurier de compagnie sous peine de punition militaire. Donc, c'est pour ça que c'est Patrick qui a lui-même une formation d'armurier moderne là, qui est en train de nous d'essayer de remettre le ressort à sa place. Juste de penser qu'on tenait tête aux Américains, ça fait c'est quelque chose, hein? Ils se pensaient déjà assez forts et assez puissants, puis les petites milices canadiennes, hein? On va y aller, on va aller au front, puis on va faire de notre mieux. Serre-moi la main. Éric Doyon sent que sa place est ici et peut-être davantage que les autres. J'ai un ancêtre qui a été fait prisonnier ici au Fort Saint-Jean en 1775, un camiran. Il était milicien, il arrivait de Pointe-du-Lac, il était dépêché ici sous les ordres du major Preston. Puis j'ai un autre de mes ancêtres. C'est un des principaux personnages de cette bataille-là. C'est celui qui a guidé l'armée américaine de force. Et on l'a réquisitionné. On a dit, toi, tu vas nous guider vers Trois-Rivières. On sait pas ce que c'est exactement. Il dit, laissez-moi le temps de prendre mon manteau dans la maison, je vous reviens. Il va dans la maison, il dit à sa femme, va voir le capitaine des milices, ça presse. Part dans le bois, puis il va les avertir, je vais les faire courir dans le bois un peu, puis passer dans le swamp, dans le marécage. Puis ça, c'est Antoine Gauthier. Ça, c'est mon ancêtre aussi. Maintenant, nous allons assister à un affrontement naval ainsi qu'à une reconstruction d'une attaque britannique. Après la première escarmouche, les troupes américaines ont une bonne évaluation de la force de leurs ennemis et espèrent les vaincre facilement. Sous les ordres du major général Philippe Schuyler et du général Richard Montgomery, ils débarquent devant le fort après avoir remonté le cours du Richelieu à bord de leurs embarcations. Celles-ci abordent les couleurs du Grand Union Flag, représentant les 13 colonies sécessionnistes, l'ancêtre du drapeau étoilé. La stratégie des envahisseurs est de prendre Montréal et Québec après avoir battu les Britanniques à Saint-Jean. Mais la résistance est plus forte que prévu. Les Américains devront tenir un siège de 45 jours avant que les troupes du commandant du Fort Saint-Jean ne se rendent. Pendant que Montgomery ouvre la voie du Richelieu, le major général Benedict Arnold, avec quelques centaines d'hommes, se dirige vers Québec en empruntant la rivière Chaudière. La jonction devra se faire entre les deux armées à Québec pour l'assaut final avant l'hiver. C'est ainsi dans l'esprit des Américains que la province de Québec deviendra le 14e État des États-Unis d'Amérique. Le combat est décisif pour l'exécution de ce plan. C'est une redoute qui a été construite en 1775 pour le siège par les Britanniques pour défendre le fort. Une redoute à chaque côté, le côté sud puis le côté nord, puis il y avait une palissade entre les deux pour protéger. C'est une mesure défensive, là, avec les terres autour comme ça, bâties. Il y avait une maison dans le central, puis il y avait des canons tout autour. D'ailleurs, notre campement ici, on l'a monté sur les remparts, sur les bastions des tours qui faisaient face à la rivière Richelieu. Le fort Saint-Jean donnait sur le Richelieu, mais les Américains arrivaient par ici, vers le sud. Puis ici, c'était la première zone bombardée. Pour les reconstitueurs, le petit pont qui enjambe le ruisseau marque le point de bascule entre les deux armées. Un simple ruisseau qui, une fois franchi, établit la victoire des uns et la défaite des autres. La bataille de l'après-midi a eu lieu 3 jours plus tard, le 18 septembre, à l'occasion du second raid durant lequel les Américains ont repoussé les Britanniques dans le fort. C'est ce qui est reconstitué. Là, ils sont venus en plus grand nombre, en plus grande force, ils ont emmené de l'artillerie. Fait que là, ils ont pris possession. Là, ils sont en position d'établir des batteries. Ils commençaient à bombarder le fort.
On croit que le succès de cette reconstitution historique est dû au fait qu'on a été capable de suivre chacune des étapes de la manière la plus précise possible grâce à toutes les personnes qui ont pris part à l'événement. J'en profite pour souligner qu'on a eu environ 800 reconstituteurs pour la bataille et à l'époque du siège, près de 855 personnes se trouvaient dans le fort. C'est un fait intéressant. C'est difficile à expliquer. Je sais pas, c'est peut-être comme quelqu'un qui fait un sport et qui est vraiment concentré sur la discipline qu'il est en train de faire. Peut-être un peu quelque chose qui se rapproche de ça. On est vraiment dedans. Comme vous l'avez vu sur le champ de bataille, il y a tous les bruits, il y a toute l'odeur avec la poudre, la fumée qui passe quand les cornemuses se mettent à jouer. On dirait que ça vient je sais pas, tu rentres comme dans une transe, puis t'embarques dans le mouvement, puis t'oublies tout. Et c'est quelque chose de difficile à expliquer, mais très stimulant à vivre. Qui détermine qui meurt sur le champ de bataille? Bien, le fusil, là, il y a des limites, hein? Vous avez vu comment c'est encrassé? Bien, à un moment donné, s'il tire plus, ben tu vas pas te mettre à dire « Pow! » Non. Après 2 coups, 3 coups, quand tu vois qu'il tire pas, tu meurs. T'attends que l'ennemi tire, puis là, pouf, tu rends ça le plus crédible possible. Il faut qu'il y en ait qui meurent, là. Et si personne veut mourir ou tous les fusils vont trop bien, à ce moment-là, c'est souvent l'officier ou le sergent qui passe en arrière des gars et dit « Moi, j'ai besoin de 2 morts. Fait que si vous sentez ma main sur votre épaule, vous allez mourir. » L'aile de la mort nous a touchés. Il y a des moments où ça nous submerge. J'ai toujours dit qu'il y a au moins un instant au cours d'un week-end où on a l'impression qu'on y est vraiment. Ce moment, c'était la bataille d'hier. Voir les 2 armées s'affronter, c'était très impressionnant. Et j'espère que ça a été aussi spectaculaire pour le public que pour les reconstituteurs. Un autre moment important, c'est quand on est assis dans le campement avec nos femmes et nos enfants. Parce que sans leur soutien, on ne serait pas ici non plus. À l'époque de la guerre d'indépendance, les femmes suivaient la troupe, mais restaient en retrait. Certaines voyageaient accompagnées de leurs enfants en bas âge. Du côté britannique, chaque compagnie était autorisée à prendre en charge 6 femmes maximum dans ses rangs. Au-delà de ce nombre, il fallait que les maris soldats paient pour le logis et le couvert de leur épouse. Si celui-ci avait la malchance de mourir au combat, la jeune veuve se retrouvait dans de fort mauvais draps. Je suis ici en tant que femme de Mark. Il y avait donc les épouses, mais aussi des prostituées qui suivaient les soldats de camp en camp. Toutefois, si jamais Mark meurt dans la bataille demain, j'ai 48 heures pour me remarier ou l'armée va m'expulser du campement, même si j'ai plusieurs enfants avec moi. Ça ne change rien. Les 24 premières heures servent à pleurer mon mari et les 24 suivantes à trouver un nouvel époux. L'alimentation des soldats repose essentiellement sur des rations où le gibier occupe une place de choix quand il y en a. Le bœuf et le porc salé font partie du régime, riche en gras. Parce que tout ce que le soldat avait, c'est le bœuf, le porc salé, le pois, des oignons, peut-être si t'es chanceux, de la farine, le poisson. On était sur le bord de l'eau. Pêchait le poisson. Les menus diffèrent selon le camp et certains aliments font parfois plus de ravages qu'une salve de mousquet. Plein de choses qui étaient disponibles à l'époque, mais qui n'étaient pas nécessairement mangées, entre autres les tomates qui étaient considérées comme étant du poison, parce que ça réagissait. La vaisselle était faite en plomb à l'époque, donc l'acidité de la tomate faisait en sorte que ça augmentait l'effet toxique du plomb, donc il y a des gens qui en mouraient. Les patates étaient mangées du côté britannique, mais il n'était pas du mot de manger du côté français à cette époque-là, parce que, bon, eux autres considéraient que c'était pas quelque chose qui était bon pour les humains. D'ailleurs, c'est une insulte qu'ils nous lancent souvent sur le champ de bataille, mangeurs de patates. C'est la passion de l'histoire qui est notre motivation principale. Je pense que tout le monde ici, que ce soit des professeurs, des plombiers, des électriciens, des directeurs d'école, sont ici parce qu'ils sont passionnés de l'histoire, ils veulent la faire connaître aux gens. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent leur histoire, mais c'est pas toujours le cas. Il y a mon histoire, ton histoire, puis le vraie histoire
qui est un mélange des deux. Fait en faire ça, on peut essayer de trouver la vraie histoire. On n'est pas au Mexique, là, ou en Italie ou ailleurs. C'est ici que ça s'est passé, ici même. Ça vient de chercher. C'est vraiment, on n'est pas ici pour jouer. C'est plus qu'un jeu, on vit ça. Quand le soir tombe, ce que tu vois, c'est des chandelles ou des lampes sourdes ou tu entends les criquets. Là, tu es vraiment dedans. Je suis l'armée et je vends principalement des boissons alcoolisées, mais aussi des pipes à tabac pour que les gens puissent fumer pendant qu'ils sont ici. Je suis donc un homme d'affaires et j'ai une licence de l'armée. Je n'en fais pas partie, mais je la suis. Ce qu'on boit en ce moment, c'est du rum punch, qui était commun à l'époque. Le bol passe de main en main. C'est du rhum avec du citron, du sucre et de l'eau, tout simplement. C'est une activité très populaire et conviviale. Tout le monde se passe le bol et boit. Au lever du jour, les troupes des deux camps se préparent à jouer le dernier acte du spectacle de la guerre d'invasion devant une foule massée de part et d'autre du champ de bataille. C'est la déroute au sein des forces américaines. Les plans de l'armée d'invasion se sont brisés contre les remparts de Québec. Le 31 décembre 1775, les troupes de Montgomery et de Benedict Arnold se lancent à l'assaut de la ville, sans réussir à percer les défenses de la cité, défendues par le gouverneur Carleton. À ce moment-là, les États-Unis n'avaient pas d'armée régulière. C'était des armées levées par contrat. C'était souvent des contrats d'1 an. Et le général Montgomery savait pertinemment bien que le 31 décembre, à minuit, il perdait pas loin de 50 de sa force. Alors, ça l'a forcé, un 31 décembre, durant la nuit, dans plein milieu d'une tempête, d'attaquer Québec. Puis là, ben, les défendeurs de Québec l'attendent de pied ferme, puis l'attaque échoue. Puis là, ils retournent aux États-Unis bredouille, puis c'est la fin de l'invasion américaine de 75-76. Arnold est blessé alors que Montgomery meurt, atteint par une balle en pleine poitrine. Les Américains subissent les assauts d'un ennemi encore plus terrible, l'hiver canadien. Vaincus par le froid et l'acharnement des défenseurs, les envahisseurs abandonnent le siège dès le retour du printemps et subissent un autre revers à Trois-Rivières. C'en est fini, l'invasion est un échec. La province de Québec ne fera pas partie des États-Unis d'Amérique. Les derniers affrontements se dérouleront là où ils avaient commencé, sur les rives de la rivière Richelieu, alors que ceux qui restent de l'armée d'invasion battent en retraite précipitamment. Ils sont partis de Trois-Rivières et de Montréal en mai, et ils ont entrepris de revenir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils sont montés à bord de leur bateau, parce qu'à ce moment-là, les Britanniques, menés par Carleton, descendaient la rivière et tentaient de repousser les Américains. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'attraper. Donc la dernière personne, et je pense qu'il l'a fait exprès, était Benedict Arnold. Il a poussé le bateau au large à partir d'ici et ils sont rentrés chez eux en se dirigeant vers le sud. C'est la reconstitution d'aujourd'hui. Que les ennemis d'hier puis leurs descendants aujourd'hui soient des amis, puis ils réussissent à commémorer des événements dramatiques puis tragiques de notre histoire, mais en finissant ça, en se donnant la main, la réconciliation est consommée. On fait pas de politique, nous autres. On fait ce qu'on aime. Les Américains sont de nouveau chassés du sol canadien, 240 ans après la véritable bataille. Pour les vaincus, ça ne sera que partie remise. Les Américains vont tenter à nouveau d'envahir leurs voisins en 1812. Encore une fois, ils échoueront. Mais ça, c'est une autre histoire.
gun and take your guns with you. Absolutely. Thank you.